Alors, bonsoir. Bienvenue à la séance d'information organisée par la Société de transport de Montréal portant sur le projet de réaménagement du garage de la station Lionel-Groulx en poste-district. Mon nom est Louba Serge. J'ai été nommée présidente de la commission pour cette consultation publique en avril dernier par le conseil d'administration de la STM. Je serai secondée dans cette tâche par deux commissaires d'expérience, M. Bruno Serge Boucher et M. Jacques Pessner. La commission est aussi assistée dans ses travaux par notre secrétaire analyste, Olivier Rinfret. Et tout ce qui sera dit au cours de cette séance sera enregistré et transcrit. Les transcriptions feront partie du dossier de documentation qui est disponible sur le site Internet de la STM. C'est M. Pierre Robillard et Jean-François Beaulieu qui s'occupent de la sonorisation et à la captation de l'équipe des TI, M. Pierre Paquette et Steve Michaud. Permettez-moi de remercier ici tous ceux qui ont partagé dans leurs réseaux respectifs l'invitation à participer à cette consultation. Je vous remercie aussi, vous tous, qui vous êtes déplacés pour la séance d'information de ce soir. Cette séance va se dérouler en français. Cependant, les gens qui souhaitent s'exprimer en anglais pourront le faire lorsqu'ils s'adressent à la commission. So the meeting will be held in French, but you can ask questions in English if you like. J'aimerais aussi vous demander de fermer vos cellulaires. Merci. Alors, j'inviterai M. Patrick Sergerie, ingénieur et directeur de projet du Bureau des projets équipements fixes métro, à présenter les membres de la délégation de la STM et à procéder à la présentation du projet, qui devrait durer en moyenne 20 minutes. Veuillez noter que la période de questions sur cette présentation est prévue après la pause. Alors, M. Patrick Sergerie. Merci, Madame la Présidente. Donc, oui, aujourd'hui, peut-être baisser un peu le volume. Aujourd'hui, est-ce que maintenant c'est mieux? Donc, j'aimerais souligner la présence ce soir de deux représentants de l'arrondissement sud-ouest, donc M. Sylvain Villeneuve, directeur de la Direction aménagement urbain et du patrimoine, et Mme Julie Nadon, dans le même service. Et ceux qui m'accompagnent aujourd'hui dans le cadre du projet de réfection du poste de district Lionel-Groulx sont les personnes suivantes. Donc, M. Donald Desaulniers, directeur du programme Renault Système. M. Jean Langevin, ingénieur en chef. M. Marc-André Toutant, surintendant. Et M. Alain Bilodeau, urbaniste. Et j'ai à la table avec moi M. Éric Provencher, architecte du projet. Bonsoir. Et aussi M. Alain Labelle, chef de division, gestion des réseaux et relations avec les partenaires. Bonsoir. Donc, sans plus tarder, je procède à la présentation. L'objectif de la présentation ce soir, c'est bien entendu de vous présenter le projet, mais surtout de recueillir vos commentaires, parce qu'il faut le dire, on est en tout début de projet, et ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est le résultat de notre étude de faisabilité sur le projet de réfection du poste de district Lionel-Groulx, et on souhaite vraiment recueillir vos commentaires afin d'assurer une intégration harmonieuse du nouveau bâtiment que nous devons construire dans le cadre du projet, mais aussi de tenir compte de vos préoccupations pendant la durée des travaux. Avant de vous parler un peu des différentes étapes du projet, j'ai jugé important de vous expliquer, de vous démystifier rapidement c'était quoi un poste de district. Un poste de district, c'est simplement un bâtiment qui héberge des équipements électriques qui ont pour but de cueillir l'alimentation électrique en provenance d'Hydro-Québec, les arrivées, les lignes électriques d'Hydro-Québec, et de les redistribuer dans le réseau du métro pour alimenter toutes les charges électriques du métro. Alors, on parle des trains, bien entendu, mais on parle de tous les systèmes connexes tels que l'éclairage, la ventilation, les escaliers mécaniques, les ascenseurs, etc. Donc, un poste de district, c'est un équipement stratégique pour la STM. Dans le réseau du métro, on retrouve 7 postes de district répartis un peu partout
pour alimenter les 68 stations de métro. Et ces équipements-là, encore une fois, sont stratégiques, mais malheureusement, ils ont été mis en service à la fin des années 70, en fait en 1978, et ont donc atteint leur fin de vie utile. Il faut donc les remplacer si on veut assurer la fiabilité et la pérennité des équipements électriques du métro. Donc, le poste de district Lionel-Groulx, c'est un des 7 postes du réseau du métro. Il dessert 13 stations. Donc, quelques stations sont situées sur la ligne orange, alors que d'autres sont situées sur la ligne verte. Vous les avez à l'écran. Donc, le poste de district en tant que tel est construit, on va le voir tout à l'heure, à proximité de la station de métro Lionel-Groulx, au centre de l'image. Ici, vous allez vous reconnaître très certainement dans le plan du secteur. Alors, je vous montre rapidement. Du côté le nord est en haut de la carte. Et donc, du côté de l'avenue Atwater, vous avez la station de métro dans laquelle on utilise pour accéder à la station de métro. Vous avez dans le parc environnant 2 puits de lumière qui servent d'une part à apporter de la lumière sur les quais des voies du métro, parce qu'il faut le dire, les voies du métro passent en souterrain d'est en ouest, ici comme ça, en souterrain de la station. Et donc, ces puits de lumière-là apportent de la lumière sur les quais du métro, mais servent aussi de ventilation mécanique, puisque au-dessus des voies du métro, il y a des locaux techniques, il y a d'autres équipements, notamment une partie du poste de district actuel, et il faut ventiler ces équipements-là, et c'est pour ça qu'il y a des édicoles en surface. De ce côté-ci, vous avez ce qu'on appelle le garage Lionel-Groulx, qui héberge des véhicules de la Société de transport de Montréal, mais aussi des équipes d'électromécaniciens qui ont pour objectif d'intervenir dans le réseau du métro et donc de faire l'entretien et l'exploitation de nos systèmes. Alors, ce qui est important de retenir ici, c'est qu'une partie du poste de district actuel, une partie des équipements dont je viens de vous parler électriques sont situés en souterrain ici, et une partie des équipements sont situés dans le garage. Et on va voir plus loin les solutions qui ont été retenues pour remplacer ces équipements-là. Les objectifs de ce projet-là, je les ai abordés brièvement. On veut assurer la fiabilité des équipements. Les équipements ont plus de 40 ans. Les pièces qui composent ces équipements-là ne sont plus disponibles. Les manufacturiers à travers le monde ne les fabriquent plus. Et donc, si en cas de panne ou en cas de défaillance d'une ou de plusieurs composantes, eh bien, on s'expose à des arrêts de service plus ou moins prolongés en fonction de la nature de la panne. Donc, on doit les remplacer pour assurer leur fiabilité, mais aussi leur pérennité dans le temps. Quand on fait un poste de district comme ça, c'est pour les 40 prochaines années. Le troisième objectif, c'est d'alimenter des nouvelles charges nécessaires à l'exploitation du métro. Les normes évoluent et on se doit de suivre ces normes-là. Par exemple, à titre d'exemple, il y a certains ventilateurs qui sont destinés à ventiler les tunnels du métro et vont être accordés aux équipements d'alimentation d'urgence afin de protéger nos infrastructures et de mieux protéger les équipements en cas d'incendie pour permettre un rétablissement plus rapide du service du métro. Donc, c'est très, très, très important de raccorder ces nouvelles charges. Et enfin, puisque nous devons construire un nouveau bâtiment, il est important pour nous d'intégrer ce bâtiment-là au milieu en fonction des orientations d'aménagement de l'arrondissement dans le secteur, et on va en parler de ça un peu plus loin dans la présentation. Donc, pour revenir à l'envergure, remplacement des équipements, il y a 2 catégories d'équipements dans un poste de district. Vous avez les équipements qu'on qualifie de moyenne tension et qui fonctionnent à 12 000 volts, 12 kV. Ces équipements-là, encore une fois, ont pour but de recueillir l'alimentation électrique d'Eau Québec et de la redistribuer dans le réseau du métro. Et vous avez une autre catégorie d'équipements qu'on appelle les groupes électrogènes, qui sont constitués de machines, de génératrices, qui sont capables de produire de l'énergie électrique en cas de panne des équipements d'Eau Québec, en cas de panne des lignes, des arrivées 12 000 volts d'Eau Québec. Un troisième point qui fait partie de l'envergure du projet, je vous ai parlé dans le parc environnant qu'il y avait des infrastructures en souterrain. Donc, sous le garage Lionel-Groulx, mais aussi sous les puits de lumière, il y a des locaux techniques, des équipements qui sont installés là.
Et aujourd'hui, la membrane qui recouvre les infrastructures souterraines a entre 25 et 40 ans. Donc déjà, on observe des infiltrations d'eau et on se doit de remplacer cette membrane-là pour assurer l'intégrité des infrastructures aussi pour les prochaines années. La solution retenue pour remplacer un poste de district, qu'est-ce qui est important de comprendre ici pour bien apprécier la solution que nous avons retenue, c'est qu'on ne peut pas tout simplement débrancher les équipements électriques, les enlever et remettre de nouveaux équipements pour deux raisons. La première, c'est qu'on mettrait hors service les services du métro pendant une période très, très longue, parce que pour installer et mettre en service les équipements, ça prend plusieurs mois, voire presque une année. Et donc, on se doit de construire un bâtiment à proximité du site actuel, y installer les nouveaux équipements, les tester, les mettre en service et basculer progressivement les charges de nuit pour que ça soit parfaitement transparent pour la clientèle du métro. Donc, pourquoi la nuit? C'est parce que la nuit, le métro est arrêté pendant quelques heures, 2 à 3 heures par nuit, et c'est pendant ces périodes-là qu'on va basculer les charges pour que ça soit transparent pour la clientèle. L'autre chose importante de mentionner ici, c'est que où on en est aujourd'hui avec le projet, c'est qu'on a terminé les études de faisabilité. Donc, on est à l'étape de concept et on va débuter les plans et devis au début de l'automne prochain. Donc, c'est important de garder ça en tête pendant toute la durée de la présentation. Donc, la solution retenue, je vous ai dit qu'on devait construire un nouveau bâtiment. Ça, c'est le garage actuel. Donc, le garage qui est situé à l'ouest de l'avenue Green. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut tout simplement rajouter un étage au-dessus de ce bâtiment-là pour y héberger les futurs équipements. Pourquoi on a retenu cette solution-là? Eh bien, c'est la solution qui minimise l'emprise au sol. On va conserver sensiblement la même emprise au sol sans ajouter de nouveaux bâtiments ailleurs sur le site. Le concept proposé aujourd'hui, je tiens à le dire, est le résultat de notre étude de faisabilité. C'est un concept qui a été défini au cours des derniers mois, mais qui est tout à fait ouvert en ce sens que ce soir, on est là naturellement pour recueillir vos commentaires et que ce soit au niveau du concept architectural ou du concept d'aménagement paysager qu'on va vous présenter dans les 3 ou 4 prochaines diapos, il est important de comprendre qu'on est très ouvert aux suggestions. On propose ce concept-là. On a jugé qu'il y avait une intégration architecturale et une intégration d'aménagement paysager. Mais encore une fois, si vous avez des commentaires, on est très, très disposé à en tenir compte et à les intégrer au projet. Ce que vous avez ici, vous reconnaissez la vue du point de vue de l'avenue Lionel-Groulx. Donc, le garage existant, donc on ajoute un étage. La vue que vous avez devant vous, c'est surtout pour vous présenter la volumétrie. Donc, qui dit approvisionnement et installation de nouveaux équipements électriques, dit qu'on doit respecter certaines normes de construction, certaines normes d'installation. Donc, un certain volume. Et donc, le volume que vous avez devant vous, le bâtiment que vous avez devant vous, respecte ce volume-là, procure un volume suffisant pour y installer les nouveaux équipements du poste de district Lionel-Groulx. Il y a 4 facteurs qui contribuent à atténuer, si on veut, les impacts de cette volumétrie. Dans un premier temps, vous remarquerez la hauteur du bâtiment. Donc, ce qu'on s'est assuré, c'est que la hauteur du bâtiment était inférieure au bâtiment existant. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez là, la hauteur du bâtiment, on parle d'une quinzaine de mètres, alors que le bâtiment voisin, les résidences d'étudiants Solin, est à peu près de 25 mètres. Le deuxième facteur qui contribue à atténuer, si on veut, les impacts de la volumétrie, sont le maintien des dégagements au sol. Donc, vous voyez ici que vous avez la piste cyclable qui passe au nord du bâtiment et un passage piétonnier, on ne le voit pas très bien, mais qui passe au sud du bâtiment, entre le bâtiment et les jardins communautaires.
On s'est assuré que ces espaces-là vont être préservés, et donc c'est pour ça qu'on est allé en hauteur et qu'on est allé élargir le bâtiment seulement à l'étage. Le quatrième facteur qui contribue à atténuer les effets de la volumétrie sont une modulation des façades par un jeu de plein et de vide, mais aussi de texture. Donc, c'était important pour nous de jouer là-dessus. Mais encore une fois, c'est notre interprétation d'une intégration architecturale et on va le voir un peu plus loin en quoi ça consiste. Ici, vous avez la vue de l'avenue Green, donc du terminus d'autobus de l'avenue Green, avec un peu d'empiètement sur le parc environnant. Sur cette vue-là, ce que j'aimerais vous présenter, c'est que la façon dont on a vu l'intégration architecturale, c'est qu'on est allé avec deux volumes. Un volume au niveau du rez-de-chaussée et un volume au niveau de l'étage. Le volume au niveau du rez-de-chaussée permet de faire un lien avec les puits de lumière et la station de métro dans le parc. Et le volume à l'étage est un peu en recul par rapport à l'avenue Green, de la même manière que le bâtiment voisin appartenant au groupe Lemay. Donc, voici pour les volumes. Pour l'architecture, le bloc supérieur est recouvert d'un parement de grès traité en panneaux ou en sections ajourées pour dissimuler éventuellement les persiennes que nous devons installer ici. Les persiennes parce que les équipements qui sont installés dans le poste district, certains équipements, comme les groupes électrogènes, doivent faire l'objet d'un refroidissement. Il faut dire, dans ce projet-là, on remplace les génératrices, les groupes électrogènes existantes qui sont refroidis à l'eau par des groupes qui sont refroidis à l'air, naturellement pour éviter d'utiliser l'eau potable pour refroidir nos équipements. Donc, l'utilisation de ce grès traité en panneaux ou en sections, c'est notre réinterprétation de la brique d'argile utilisée dans le secteur, mais de façon plus actuelle. Donc, encore une fois, c'est peut-être un jugement un peu subjectif, mais c'est notre réinterprétation de cette tendance-là dans le secteur. Le troisième volet architectural ici, qui est important de noter, c'est qu'on va ajouter de l'éclairage au bâtiment existant. Ici, de l'éclairage dissimulé dans les persiennes de nos équipements existants. Et donc, cet éclairage-là, combiné à l'ajout de caméras autour du bâtiment et à l'utilisation d'enduits architecturaux, surtout au niveau du rez-de-chaussée, vont contribuer à réduire significativement les graffitis. Donc, pour la STM, c'est très important. Et dans l'éventualité où malheureusement, on devait être victime de graffitis, mais la STM a un programme d'entretien, de nettoyage de ces graffitis. Vous avez une vue ici encore plus reculée, plus vers l'avenue Atwater, du parc environnant. Donc, cette vue-là sert surtout à vous présenter la mise en valeur de nos puits de lumière qui, disons-le, ont certainement besoin de beaucoup d'amour en ce moment. Donc, on va procéder à leur nettoyage, à un traitement du béton, mais on va venir aussi les bonifier en ajoutant des cadres métalliques qui vont venir reprendre un peu les persiennes de nos postes de ventilation naturelle et on va y intégrer de l'éclairage, encore une fois, pour améliorer la sécurité dans le parc, améliorer l'aménagement paysager et contribuer à animer un peu ce parc-là. Donc, vous avez aussi une bonification du lien piétonnier, et je vais vous en parler dans la prochaine diapo, mais vous voyez déjà qu'il y a une bonification du lien piétonnier qui, aujourd'hui, est un peu plus linéaire. Donc, vous allez me dire, pourquoi que je parle de parc ici? Je n'ai peut-être pas été assez clair au début. C'est que, bien entendu, pour remplacer la membrane d'étanchéité au-dessus de nos infrastructures souterraines, on doit dégarnir le parc. Donc, après avoir dégarni le parc et remplacé la membrane d'étanchéité en sous-sol, on doit remblayer et on doit refaire l'aménagement paysager. Et c'est pour ça qu'on utilise cette opportunité-là pour restaurer le parc, mais aussi le bonifier et l'améliorer. Un point important dans l'aménagement paysager, c'est que
au printemps et à l'été 2016, il y a eu une consultation publique pour le pôle Lionel Groulx à Trois-Terres, dans lequel les citoyens et vous avez eu l'occasion de vous exprimer sur qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir comme aménagement, bonification des aménagements paysagers dans le secteur. Donc, un rapport de consultation publique a été déposé en février 2017. On en a pris connaissance et ce rapport-là fait mention de 4 grandes orientations et dont une orientation est très axée sur l'aménagement paysager et on s'en est inspiré pour proposer un concept d'aménagement qui, disons-le de nouveau, peut être modifié ou bonifié selon vos recommandations. Donc, notre conception de cet aménagement, c'est la suivante, c'est-à-dire qu'on propose un aménagement structuré autour des bâtiments existants, donc autour des puits de lumière et de la station, avec des chemins qui sont dans la prolongation de ces structures-là, qui vont raccorder le lien piétonnier. Ensuite de ça, ces nouveaux aménagements-là, ces nouvelles aires d'attente-là vont permettre de répondre aussi à l'étude de consultation qui a eu lieu l'an dernier, et donc de procurer des aires d'attente, tant pour le terminus d'autobus que pour procurer aussi des espaces de socialisation, toujours en maintenant un éclairage additionnel et une convivialité qu'on n'a pas actuellement. Donc, les aires d'attente sont tantôt ensoleillées, tantôt ombragées, à l'abri des vents dominants dans certains cas. Quand vous avez une rangée d'arbres comme ça, c'est parce qu'on voulait procurer une certaine protection au vent venant de l'ouest. Du mobilier urbain et de l'éclairage intégré, encore une fois, sur nos puits de lumière sont ajoutés, rendre les espaces plus conviviaux, plus sécuritaires. Et un rappel des formes et des textures, par exemple, je l'ai mentionné un peu tantôt, les cadrages métalliques qu'on propose d'ajouter sur les puits de lumière viennent chercher les formes des persiennes sur le bâtiment existant. Et les assises de bois, les mobiliers urbains, viennent reprendre le bois des abribus existants. Donc, voilà pour l'architecture. Je suis allé très brièvement, et c'est pour ça qu'à la table avec moi, il y a M. Provencher, architecte du projet, qui très certainement peut répondre à vos questions, si vous en avez, sur le concept architectural ou l'aménagement paysager. Donc, maintenant, ce que je souhaiterais vous présenter sont les principales étapes de réalisation pendant les travaux pour que vous puissiez apprécier ou bien concevoir comment vont se dérouler les travaux de ce chantier-là. Les travaux, je l'ai dit tantôt, on débute les plans et devis à l'automne 2017. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les travaux sont planifiés, débutés à l'été 2019, donc dans un peu plus de 2 ans. Donc, la première phase des travaux va durer à peu près 5 mois et c'est la phase la plus impactante. Pourquoi? Parce qu'on va délimiter le chantier. Vous avez un tracé en rouge qui propose une délimitation de chantier qui est basée sur le concept proposé, bien sûr. Vous avez vu les extensions dans le parc. Si ce concept-là est mis à jour, bien entendu, nous allons modifier la ceinture du chantier. Mais tout ça pour vous démontrer qu'on va attaquer de front dégarnir le parc pour pouvoir travailler sur la membrane d'étanchéité en sous-sol ici. Et on va débuter les travaux de fondation et de construction du bâtiment du côté ouest de l'avenue Green. Donc, les impacts de cette délimitation de chantier dès le jour 1 sont la fermeture de l'avenue Lionel Groulx, la fermeture de l'avenue Green, et donc la relocalisation des arrêts de bus sur rue. Vous allez voir un peu plus tard que nous souhaitons maintenir tous les circuits d'autobus pendant ces travaux-là, encore une fois. Et la relocalisation, il n'est pas montré ici, mais ici, vous avez derrière la station de métro un garage ou une station de vélo qu'on va devoir relocaliser pendant le temps que va durer les travaux de membrane. Donc, l'emplacement exact de la relocalisation du garage à vélo n'est pas encore déterminé. Il faut comprendre que les travaux vont débuter seulement dans 2 ans. On a déjà commencé à regarder les alternatives, les solutions à cet égard.
Tous les racks à vélo, tout ça vont être maintenus, mais on va revenir un peu plus tard dans la présentation sur les impacts, sur ce qu'on souhaite mettre en place pour atténuer les impacts du chantier. Donc, dans la phase 1, qu'est-ce qu'on doit faire? Les grandes étapes de réalisation. Puisqu'on déplace certains équipements électriques qui sont présentement sous sol vers le nouveau bâtiment, on doit construire, ajouter des conduits en souterrain pour venir raccorder les anciens équipements avec les nouveaux en souterrain. Ensuite de ça, on travaille sur les fondations du nouveau bâtiment, parce qu'il faut le dire, le nouveau bâtiment va héberger des équipements électriques stratégiques pour la STM. Ce bâtiment-là doit rencontrer certaines normes sismiques, et donc on doit renforcer les fondations existantes. Travaux d'imperméabilisation des structures souterraines, j'en ai parlé. On procède aux travaux d'aménagement paysager en fonction du concept qui aura été retenu à ce moment-là. Et au terme des 5 mois, on va diminuer l'emprise du chantier pour la durée résiduelle des travaux, soit à peu près 2 ans. Donc, réouverture de l'avenue Green, restauration des arrêts de bus sur l'avenue Green, et on se concentre du côté ouest de l'avenue Green. Après la construction du nouveau bâtiment, qui va prendre à peu près 1 an, on va surtout s'acharner à l'intérieur du bâtiment pour faire des travaux d'aménagement intérieur, mais aussi pour y installer les nouveaux équipements, les tester, les mettre en service et, comme j'expliquais tout à l'heure, basculer les charges de nuit progressivement pour que ce soit transparent pour la clientèle. À la fin des travaux de mise en service des équipements, on reconduit l'aménagement paysager et on réouvre l'avenue Lionel Groulx et on démobilise le chantier. Donc ça, ce sont les grandes étapes du chantier pendant les 2 ans et demi que vont durer les travaux. Vous avez ici un échéancier qui reprend sous une autre forme les dates que je vous ai parlé. Important de retenir la phase la plus impactante, c'est à l'été 2019, environ 5 mois. Et ensuite de ça, les 2 phases qui vont se concentrer, la phase qui va se concentrer à l'ouest de l'avenue Green et qui se divise en 2 sous-phases, si on veut, les travaux de construction du bâtiment et les travaux d'installation des nouveaux équipements. Pendant l'étude de faisabilité, on s'est aussi affairé à identifier les impacts des travaux sur plusieurs éléments, et c'est ça que je vais vous présenter maintenant. Pour ces impacts-là, on a identifié des mesures d'atténuation, et ces mesures d'atténuation-là sont basées sur les meilleures pratiques. Il faut comprendre que le poste district Lionel Groulx, c'est le 4e poste qu'on fait dans le réseau du métro. On en a fait 3 jusqu'à maintenant, sont complétés. Ça a très bien été, mais quand même, on a beaucoup appris de ces constructions-là. Et aujourd'hui, on s'en inspire pour écrire, par exemple, nos contrats et bien s'assurer qu'on a un chantier bien rodé. L'arrimage avec les partenaires du projet, on a déjà débuté plusieurs ateliers, plusieurs séances d'information, mais aussi de consultation avec différents groupes du milieu. La démarche de consultation qu'on est en train de faire ce soir et qui va se poursuivre au cours des prochaines semaines, mais aussi on a procédé à la réalisation d'études qui sont aujourd'hui à un stade préliminaire, mais qui nous permettent d'apprécier les impacts sur la circulation, les niveaux sonores et les impacts sur la biomasse. On va en parler un peu dans les prochaines diapos. De manière générale, l'étude de circulation nous a permis d'identifier des déplacements qui seront impactés par la zone et les accès au chantier. Les mesures nécessaires seront définies pour assurer les déplacements sécuritaires aux endroits stratégiques, notamment à l'entrée du chantier sur l'avenue Green et sur l'avenue Lionel Groulx pendant les 5 premiers mois et sur l'avenue Lionel Groulx pendant le reste du chantier. Ce plan sera bien sûr arrimé avec l'arrondissement parce que l'étude de circulation va conduire à l'établissement d'un plan de maintien de la circulation, un devis de maintien de la circulation, et ce devis-là va être partagé avec l'arrondissement pour aller chercher les commentaires et tout intégrer ça dans le cadre du contrat de construction. Donc, de manière plus spécifique, au niveau de la circulation automobile, les sources d'impact sur la circulation automobile sont bien sûr la fermeture de l'avenue Lionel Groulx pendant toute la durée des travaux et un apport de camionnage que l'étude préliminaire a permis de déterminer à
environ 4 véhicules lourds à l'heure. C'est quand même assez faible comme volume de camionnage. Pourquoi? Parce que la quantité de sol qui va devoir être excavée dans le cadre du projet est quand même relativement faible. On ne creusera pas, par exemple, du côté ouest de l'avenue Green. On va ne creuser qu'autour du bâtiment pour aller travailler sur les fondations. Et dans le parc, on va aller excaver au-dessus de nos infrastructures. Et en ce moment, on a des sols, des sols morts-terrain d'environ 1 mètre de terre. Donc, les infrastructures sont très près de la surface naturelle du sol et les volumes d'excavation sont relativement faibles. Donc, l'impact de ce camionnage-là dans le quadrilatère du parc, c'est quand même jugé insignifiant. Et on va s'assurer aussi qu'il n'y ait aucun véhicule lourd qui circule sur les rues résidentielles, telles que la rue de l'Île, par exemple. Circulation bus, je vous ai dit tout à l'heure que la fermeture de l'avenue Green pendant les 5 premiers mois va nécessiter la relocalisation des arrêts de bus sur rue. Tous les circuits de bus vont être maintenus. Et on va aussi s'assurer qu'il n'y ait pas d'augmentation du nombre de passages de bus sur les rues résidentielles comme l'avenue de l'Île et l'avenue Green. Il y en a quelques-uns qui circulent actuellement sur la rue de l'Île. Il n'y en aura pas davantage. On va maintenir les circuits, mais on va utiliser les grands axes pour relocaliser ces circuits-là. Et bien sûr, l'information à la clientèle, c'est une mesure de mitigation ou d'atténuation, si on veut, très importante parce que, étant donné la quantité de bus et de circuits qui sont desservis dans ce secteur-là, bien, il faut vraiment qu'on informe la clientèle sur ces déplacements-là éventuels. Au niveau des vélos, vous avez certainement pas manqué de remarquer lorsque j'ai montré la délimitation de chantier du côté ouest de l'avenue Green que la piste cyclable et le lien piétonnier d'est en ouest étaient à l'intérieur du chantier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir les détourner. À l'heure où on se parle, on est en train de regarder des alternatives pour les détourner. On n'a pas arrêté le scénario. On est en discussion avec l'arrondissement à ce sujet-là. Et dès qu'on trouve la solution optimale, bien, on va vous en faire part, bien entendu. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on va maintenir un lien cyclable en tout temps pendant la durée des travaux et que tous les intervenants vont être consultés pour s'assurer de l'optimisation, si on veut, du détour des vélos et des détours piétonniers, notamment pour les vélos. Vélo Québec est toujours consulté dans le cadre de nos projets. Les niveaux sonores, et bien entendu, si on excave pendant les 5 premiers mois, il y a des camions, il va y avoir du bruit. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'assure toujours de faire respecter, par le biais de nos clauses contractuelles, la réglementation municipale. Donc, les horaires de travail qui doivent être respectés, les niveaux de bruit qui doivent être respectés. On va assurer un suivi en continu pendant le chantier des niveaux de bruit et on va imposer à nos entrepreneurs, si requis, des mesures d'atténuation du bruit pour pouvoir les respecter, ces règlements-là. Des exemples, vous avez les 2 derniers points qui montrent certains exemples. L'installation de silencieux sur certains équipements bruyants lorsque requis, mais aussi la possibilité d'avoir des alarmes de recul avec des intensités modulées ou des bruits blancs. Donc, c'est plusieurs techniques qu'on utilise souvent sur nos chantiers et qu'on va mettre en œuvre dans le cadre du projet Lionel Groulx. Qui dit excavation de sol, naturellement, il peut y avoir de la poussière, de la saleté. Ce qu'on fait, encore une fois ici, on va imposer à l'entrepreneur, comme on fait sur tous nos chantiers, l'arrosage pendant l'excavation et le nettoyage des véhicules à la sortie du chantier pour s'assurer que les rues aux alentours du chantier restent propres. Donc, c'est des choses assez communes chez nous, sur nos chantiers. Ce qui est important de rappeler ici, encore une fois, on n'a pas des quantités astronomiques de sol à excaver. C'est quand même circonscrit et limité, mais quand même, ces mesures-là vont être mises en place pour assurer qu'il n'y ait pas de poussière additionnelle dans l'air ambiant. Aménagement paysager, on a vu qu'il fallait dégarnir le parc pour pouvoir intervenir sur la membrane, sur nos infrastructures. On a procédé à une étude arboricole qui a permis de répertorier et de caractériser 54 arbres
qui sont touchés de près ou de loin par le chantier. Notre objectif, c'est de les transplanter, de les maintenir, ces arbres-là. Donc, indépendamment des conclusions de l'ingénieur forestier, l'intention de la STM, c'est de transplanter ces arbres-là et de les réutiliser à la fin dans l'aménagement final. Donc, on veut à tout prix maintenir la biomasse et en particulier, dans certains cas, lorsque c'est absolument requis, si par exemple, 1 ou 2 arbres devaient faire l'objet d'une coupe parce que, de par leur état de santé ou par les dommages mécaniques qu'ils ont subis à travers le temps, eh bien, on va les remplacer en s'assurant de maintenir la canopée, bien entendu, la canopée étant un couvercle vert équivalent à ce qu'on a aujourd'hui. J'en ai beaucoup parlé, l'aménagement paysager aujourd'hui qui est proposé va être intégré avec les orientations de l'arrondissement au cours de la période des plans et devis. Il va y avoir beaucoup de consultations justement pour assurer cet arrimage-là. On vous a dit je vous ai dit qu'on allait augmenter la hauteur du bâtiment. On a procédé à une étude d'ensoleillement. Cette étude-là, pourquoi on a procédé à cette étude-là? C'est parce qu'il y a au sud du bâtiment une grande surface pour les jardins communautaires. On a d'ailleurs rencontré la semaine dernière la responsable des jardins communautaires, et on a commencé à lui en parler. Et on voulait regarder c'était quoi les impacts de l'élévation ici sur l'ensoleillement du jardin. Les conclusions de cette étude-là, ce qu'elle nous dit, c'est que les plus grands impacts sont situés au niveau de la piste cyclable et de l'avenue Green. En fait, c'est le bâtiment Solin qui fait le plus d'ombre dans le jardin. L'ombrage du nouveau bâtiment, dans le pire cas au solstice d'été, va apparaître en toute fin d'après-midi vers 16 heures. Donc, c'est l'étude qu'on a réalisée jusqu'à maintenant. Bien sûr, un projet de cette envergure-là nécessite un plan de communication vraiment bien établi. On va mettre en place, par l'intermédiaire d'infolettres, des envois de bulletins électroniques, de la distribution de dépliants aux riverains en amont de chacune des phases clés. Là, je vous ai décrit aujourd'hui les phases, mais celles qui ont un impact sur la circulation automobile, par exemple, vont faire l'objet d'un suivi continu et de communication continue de notre part. Création d'une section sur notre site Web pour assurer que tout le monde est bien au courant, encore une fois, des phasages des travaux, mais aussi diffusion d'un numéro de téléphone central pour recueillir vos commentaires pendant les travaux. Les bénéfices du projet, eh bien, il y en a pour les utilisateurs du métro, mais il y en a aussi pour les résidents, les citoyens. Je vous ai parlé de 2 objectifs au début du projet, qui sont l'augmentation de la fiabilité des installations électriques du métro, qui nous permet aussi d'augmenter la maintenabilité. Ça veut dire quoi, augmenter la maintenabilité? Ça veut dire qu'en cas de panne d'un équipement ou en cas d'intervention de nos groupes d'entretien, on est capable de remettre en service beaucoup plus rapidement le métro dans ces cas-là. Donc, la fiabilité et la pérennité des équipements sont des objectifs du projet, mais sont aussi, bien entendu, un bénéfice pour les utilisateurs du métro. Quant aux autres éléments à valeur ajoutée dans le projet, bien, citons l'intégration du nouveau bâtiment au cadre bâti, l'amélioration de l'aménagement paysager, donc c'est une belle opportunité d'améliorer le secteur, et améliorer la sécurité aux abords du bâtiment et dans le parc environnant. J'en ai beaucoup parlé au cours de la présentation. Les prochaines étapes, peut-être que Madame la Présidente, vous en avez parlé peut-être un peu tantôt, mais on a la séance d'expression d'opinion le 15 juin, donc d'ici environ 3 semaines. Mais pour rappeler, si on veut, les grands jalons du projet, un appel d'offres public à l'hiver 2019, l'octroi du contrat quelque part au printemps 2019 et un début des travaux à l'été 2019 pour une durée totale de 2 ans et demi. Merci beaucoup, M. Sergerie, pour la présentation. Avant de passer à la pause, je devrais, quand j'ai fait les introductions, j'ai oublié les gens de la logistique, et je m'excuse, des gens très importants. Il y a Christian Portelance, Sylvain Laliberté et Marguerite Soba qu'on a à l'arrière.
Alors, je m'excuse. Alors, avant de passer à la pause d'une vingtaine de minutes, quelques informations pour la suite de cette séance d'information. Durant la pause, les gens qui désirent poser des questions aux représentants de la STM sont invités à s'inscrire au registre à la table d'accueil située à l'extérieur, située au fond. Le registre sera ouvert jusqu'à 21h30. Vous aurez remarqué, je veux simplement souligner que la présente consultation ne fait pas suite à celles qui ont été menées par l'arrondissement du Sud-Ouest sur le pôle Lionel Groulx, bien que la STM et l'arrondissement soient des partenaires dans bien des cas. Alors, je vous demanderai de limiter vos questions au projet qui vient de vous être présenté par la STM. Au retour de la pause, je vous inviterai, selon l'ordre d'inscription au registre, à prendre place devant la commission pour poser vos questions et, si vous avez quelques commentaires, de nous les remettre. Mais il y aura une séance des opinions le 15 juin, que je vais en parler plus tard. Alors, nous allons nous revoir dans une vingtaine de minutes à 8h10.